Bonjour, compte rendu de partie de jeu de rôle aujourd'hui avec la suite de notre campagne d'Adventures in Middle-earth. Si nous avons doucement entamé la Mirkwood Campaign avec le précédent scénario, nous en sommes encore pour l'essentiel au prologue que constitue la mini-campagne de Wilderland Adventures. Si vous souhaitez remonter au début de la campagne, vous trouverez un lien dans l'article du blog. La présente séance correspond à la troisième partie du scénario de Wilderland Adventures intitulé Kinstrife and Dark Tidings, pages 37 à 58. À noter, je me suis référé pour la version française au supplément Contes et légendes des terres sauvages pour l'anneau unique, où le scénario original avait été traduit sous le titre Fratricide et mauvaises nouvelles, pages 42 à 63. Il y avait 5 joueurs qui incarnaient Agariel, une Dunedain vagabonde chasseuse d'ombre niveau 3, Aldamar le laconique, un homme des bois, protecteur frontalier niveau 3, Frédégar Sanglebuc, un hobbit de la comté, protecteur héros niveau 3, Jorin, un bardide chasseur de trésors espion niveau 3, et enfin, Narvi, un nain du mont solitaire, frère d'armes, maître d'armes, niveau 3. Pour la bande originale, je ne suis pas allé chercher bien loin. J'ai utilisé les compositions de Howard Shore pour la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La plupart des illustrations sont empruntées aux gammes de l'anneau unique et d'Adventures in Middle-earth, mais j'en ai aussi shippé à l'excellent compte-rendu de campagne très détaillé pour l'anneau unique, signé Ego, que vous trouverez sur le forum Casus No, et je vous en donne le lien dans l'article. Pour ceux que ça intéresserait, vous trouverez également sur la chaîne l'enregistrement brut ou actual play de la séance. Pour ce qui est de cette vidéo 6, ça va consister en une lecture du compte-rendu que j'en avais écrit. L'aube approche, et la compagnie confère. Le temps presse, l'évasion de Jorin sera bientôt connue, ils ne peuvent pas reporter leur action à la nuit suivante. Que faire avec Oderic ? Beorn a chargé les compagnons de lui ramener le fugitif, et cette mission demeure si le contexte a évolué. Narvi s'en tient à la solution la plus brutale, on l'assomme. Les autres sont plus indécis. Jorin notamment pense qu'il est encore possible de le convaincre de les suivre jusqu'à la maison de Beorn en échange de la garantie d'un procès équitable. Agariel privilégie également cette option. Mais le bardide ne se leurre pas non plus. Si Oderic ne se montre pas coopératif, s'il se montre agressif ou panique, il faudra bel et bien l'assommer. Mais au préalable, il faut de toute façon localiser le jeune homme dans le camp. Les compagnons n'ont aucune idée d'où se trouve sa tente. Frédégar cependant avait vu Oderic entrer et sortir de celle où Jorin était retenu captif. Le hobbit a au moins une vague idée de l'endroit d'où venait le fugitif. Par ailleurs, Jorin et lui ont bien perçu combien Oderic était tourmenté. Il n'est franchement pas dit qu'il ait pu trouver le sommeil depuis, et les héros ne s'étonneraient pas de ce qu'il ait passé son temps depuis à rôder dans le camp, ruminant des idées sombres. Le groupe progresse à bonne distance pour gagner un endroit d'où observer la zone délimitée par Frédégar sans attirer l'attention. Jorin, avec Agariel en soutien, s'approche un peu plus de la lisière du camp. Seul le hobbit et lui sont en mesure d'identifier Oderic. Effectivement, Oderic ne dort pas, il est visiblement très perturbé et fait les 100 pas. Mais Jorin remarque alors une chose qui leur avait échappé à tous. Dans l'ombre, un brigand surveille visiblement Oderic. Le jeune homme n'était pas traité en prisonnier dans le camp, mais Walter avait bien dépêché quelqu'un pour épier le moindre de ses mouvements, dont sans doute la visite à Jorin. Et en juger par sa discrétion, son équipement ou encore son allure, le bardide suppose que ce surveillant est un guerrier expérimenté, bien plus que les autres hors-la-loi ralliés à Walter. Jorin a fait preuve de discrétion et pense que cet homme ne l'a pas repéré, mais il est visiblement aux aguets et ne quitte pas Oderic des yeux. Ce dernier ne semble pas savoir qu'il est suivi. Il faut trouver un moyen d'échanger avec Oderic sans que son surveillant ne s'en rende compte. Plusieurs options sont envisagées pour éloigner ce dernier ou attirer Oderic hors de son champ de vision, de l'inévitable incendie à la dispute feinte. Jorin et Narvi se souviennent de la chanson, un peu maladroite, qu'ils avaient composée lors des funérailles de Mérovée et Odon. Ils pourraient la chuchoter, ces noms parleraient à Oderic, d'autant que le jeune homme goûte visiblement les héros tragiques immortalisés dans des chansons, et il pourrait ainsi attirer son attention. Il est cependant difficile de prévoir comment il y réagirait. Frédégar murmure toutefois la chanson à la lisière du camp. Le hobbit est habitué aux chants de taverne où la voix doit porter, mais se trouve ici dans la situation ambiguë de devoir se faire entendre d'Oderic sans attirer l'attention de son surveillant. Il y parvient, cependant, même si de manière un peu hésitante. Oderic est intrigué, il a bien perçu quelque chose et s'avance lentement à pas de loup dans la direction de Frédégar. Ce mouvement n'a pas échappé à son surveillant, mais ce dernier se contente de suivre Oderic des yeux sans quitter sa cachette. Puis Oderic presse un peu le pas. Il tombe bientôt sur Frédégar et Jorin, qui attire son attention. Pour ce qu'il en savait, le bardide était prisonnier dans une tente. Oderic est stupéfait et demande qui donc est l'étrange petit homme à côté de Jorin. Par chance, et peut-être parce que l'heure et l'endroit y incitent, Oderic parle bas, et son surveillant ne semble pas comprendre qu'une discussion a lieu. Frédégar annonce d'emblée qu'ils ne veulent que le bien d'Oderic, lequel est méfiant. Ils entendent le persécuter plutôt, le ramener chez Beorn, en évoquant le souvenir de Mérovée et Odon.
Mais Fredegar joue s'en va tout, la situation a évolué, il s'agit d'abord et avant tout de protéger Pierre-Guay et Brunhilde qu'ils ont rencontrés. C'était la bonne approche. Odéric se montre plus docile. Mais le problème demeure. Qu'attendent-ils de lui? Qu'il se constitue prisonnier pour qu'on le condamne à mort au Carrock? Fredegar met plutôt en avant qu'il ne doit pas servir Walter le Sanguinaire qui se prépare avec son aide à fondre sur Pierre-Guay et pourrait mettre toute la région à feu et à sang. Mais Odéric se brusque un peu. Walter l'a écouté, lui, au moins. Agariel sort de l'ombre, seuls Aldamar et Narvi restent en arrière, et elle affirme qu'Odéric n'est qu'un outil pour Walter, qui s'en débarrassera probablement dès qu'il aurait pris Pierre-Guay. Le chef brigand ne fait absolument pas confiance au jeune homme. D'ailleurs, il a délégué quelqu'un pour surveiller ses moindres faits et gestes. Odéric tique, il ne fait pas confiance à la nouvelle venue. Mais Jorin rattrape le coup en confirmant les propos de la Dunedain et en avançant qu'Odéric a les moyens de racheter sa faute aux yeux de sa communauté comme de Beorn. Il reviendrait alors en héros, pas en criminel. Odéric baisse la tête et regarde en arrière. Il a cru Jorin, sinon Agariel, et se rend compte qu'un homme le suit bel et bien. Faron. Je me disais aussi, je le voyais partout. Mais Odéric est désemparé. Que veulent-ils donc qu'il fasse? Agariel lui répond très dignement qu'ils viennent avec eux, et ils s'en porteront garant. Ils sauveront ainsi Pierre-Guay et la région au-delà, ce qui témoignera en sa faveur devant Beorn. Fredegar, dont les manières sont plus douces, achève enfin de convaincre Odéric qu'il se leurrait sur Walter. Le fugitif admet que le chef brigand est un homme mauvais, et qu'il était absurde d'essayer de se persuader du contraire. Mais il ne partira pas immédiatement avec la compagnie. Il faut lui laisser un peu de temps pour régler quelques affaires. Qu'il s'éloigne un peu du camp pour quelques heures en restant dans la forêt. Il affirme qu'il trouvera à les rejoindre dans la journée. Parole d'honneur. Agariel et Jorin, de manière affichée, puis Fredegar décident de lui faire confiance. Odéric les laisse là et joue la comédie pour celui qu'il a appelé Faron, mais s'était simplement éloigné pour uriner. Agariel cherche un bon endroit où dresser le camp. Un lieu discret, éloigné des brigands, mais pas excessivement non plus, facile à défendre et offrant un bon poste d'observation. C'est d'autant plus vital que l'évasion de Jorin sera bientôt connue et que les hors-la-loi patrouilleront la forêt avec une ardeur renouvelée. Mais la vagabonde sait y faire et se remémore un endroit idéal, à environ 1 heure de marche du camp de Walter, et assez densément boisé, où les compagnons pourront se reposer sans trop se mettre en danger. Fredegar, d'instinct, monte dans les branches pour guetter les environs. Les compagnons se reposent alternativement, ils en ont bien besoin. Mais Agariel n'est pas rassurée. Odéric a l'air aussi fougueux qu'on le disait à Pierre-Guay, et elle craint qu'il ne fasse quelques bêtises. Elle devait, cependant, lui faire confiance. Le jour se levait quand les compagnons ont dressé le camp, et plusieurs heures s'écoulent, indécises, pas si reposantes au fond, tout le monde demeurant dans l'expectative de ce que fera Odéric. Enfin, Fredegar et Narvi repèrent un petit groupe d'hommes qui approchent de leur camp en discutant. Le hobbit peut se montrer plus précis. Il y a là Odéric, Faron et une classique patrouille composée de 2 lanciers et 2 archers. Agariel, discrètement, assigne des positions aux compagnons pour tendre le cas échéant une embuscade aux nouveaux venus. En fait, la petite bande de hors-la-loi n'est absolument pas discrète, et Odéric parle sans doute un peu trop fort, à vrai dire. Les compagnons comprennent bien vite que c'est délibéré, le fugitif veut qu'ils l'entendent. Il s'adresse à Faron. « Pierre-Guay, c'est voir trop petit. Je serais ravi que ce maudit village soit brûlé une bonne fois pour toutes, mais Walter devrait voir plus grand, il faut lui en parler. Je connais une route qui passe par le nord, un autre passage que le vieux gué, moins surveillé. On pourrait lancer l'assaut en plein cœur du territoire béornide. On pourrait tendre un guet-apens aux hommes de Beorn. Vous ne connaissez pas la région, mais moi, si. Cet endroit, la faille sombre, je crois vraiment qu'on devrait aller là-bas, pour lancer une attaque là où ça compte vraiment. Pierre-Guay, ça n'est vraiment pas suffisant. » Les compagnons comprennent sans peine le petit jeu d'Odéric. Ils comptent attirer les brigands de Walter dans un endroit idéal pour que les Béornides leur tendent une embuscade, l'information étant communiquée à Beorn par les compagnons. Aucun d'entre eux ne sait à quoi se réfère exactement ce toponyme de faille sombre, mais il ne fait nul doute que ce nom évoquera quelque chose aux Béornides. Le problème, c'est qu'Odéric est un très mauvais comédien. Si ses intentions sont aussi transparentes pour les héros, elles ne le sont guère moins pour Faron. Le rude guerrier n'est pas du genre à laisser deviner facilement ses émotions, mais Jorin, qui est habitué à lire l'expression des gens, est formel. Il n'a pas gobé le mensonge d'Odéric et n'en est que davantage aux aguets. Walter lui-même ne sera dès lors pas davantage convaincu par cette ruse un peu grossière. Il faut agir immédiatement car la vie d'Odéric est en danger et les compagnons n'auront pas de meilleure occasion de quitter la région avec lui. Il déclenche l'embuscade, mais sans parvenir à surprendre le très vigilant Faron. Odéric, bien sûr, joint le combat aux côtés des héros. Guerrier intrépide, il assène des coups terribles, mais en se mettant systématiquement en danger. Et Faron, qu'il cible en priorité, un combattant pané de la dernière pluie, est tout disposé à en profiter.
Une chose que perçoit bien Narvi qui vole au secours du fugitif, hache et bouclier en main, avec l'appui des archers de la compagnie. Mais Faron manie très bien la lance et inflige de sévères blessures à Odéric. Il est à vrai dire un adversaire d'un tout autre calibre que les autres brigands dont il n'est pas trop difficile de se débarrasser, même s'ils infligent occasionnellement des dégâts non négligeables. Agariel surtout s'en occupe. Mais elle devient la cible de l'agile Faron qui se désengage de ses assaillants sans en payer le prix et compte bien libérer les brigands de la Dunedain pour conserver le précieux soutien du nombre. Narvi parvient de justesse à positionner son bouclier de sorte qu'Agariel ne subisse pas un coup très puissant de Faron, mais il ne peut rien faire pour l'attaque qui suit et la vagabonde commence à accumuler les blessures. Elle privilégie toujours les archers comme cible. Odéric, quant à lui, s'en prend toujours de préférence à Faron et lui subit une attaque d'opportunité en se jetant comme une brute sur le guerrier qu'il blesse vigoureusement, mais la riposte est sévère. Frédégard entonne des chants de guerre destinés à motiver ses compagnons qui s'enlisent un peu dans le combat. Aldamar et Jorin, de leur côté, viennent au secours d'Agariel, qui est rudement blessé. Le Bardite place une attaque très sournoise et parvient à achever Faron. Les brigands, pourtant, peut-être parce qu'ils sont emportés par la furie du combat, ne fuient pas, mais ils ne font plus le poids, et la compagnie s'en débarrasse sans trop de peine. Cela dit, quand le combat s'achève, Odéric est peu ou prou à l'agonie en dépit de la protection du bouclier de Narvi, et Agariel aussi a été très rudement blessé. Or, les compagnons manquent de temps pour panser leurs plaies. L'alerte sera bientôt donnée et le camp de Walter le Sanguinaire va se mettre en mouvement. Cela dit, il ne s'agit pas seulement de fuir les brigands. À ce stade, il ne fait guère de doute, et Odéric, ravagé par la honte, appuie là-dessus, que l'ambitieux hors-la-loi va précipiter son assaut sur le territoire béornide, et les compagnons doivent prévenir Béorn au plus tôt pour qu'il puisse l'intercepter avec son host. Quelle sera la cible de Walter ? Les compagnons, et surtout Odéric, doutent qu'il s'agisse de Pierre Guay. Le fugitif n'avait pas encore enseigné les brigands sur le meilleur moyen de traverser l'Anduin pour s'en prendre à son village. Ce serait dans ces conditions une proie à la fois trop modeste et trop compliquée. S'y rendre serait probablement une perte de temps, et en outre il vaudrait sans doute mieux qu'Odéric ne s'y montre pas. En l'absence d'autres passages connus de ce hors-la-loi étranger à la région, l'hypothèse la plus raisonnable, défendue par Agariel avec le soutien d'Odéric, est qu'il s'en prête directement au vieux guet, lequel est en permanence gardé par quelques béornides, mais en nombre insuffisant pour résister à la forte bande de Walter. Il faut donc gagner le vieux guet au plus tôt, voire la maison de Béorn, pour s'entretenir directement de l'affaire avec le changeur de peau, et, le cas échéant, lui remettre Odéric, car telle était initialement leur mission. La troupe conséquente de Walter, par définition, n'est pas aussi mobile qu'une petite compagnie d'aventuriers, et pourtant le temps presse car les héros doivent composer avec la nécessité de gagner le vieux guet et la maison de Béorn, à quelque distance tout de même, dans un délai suffisant pour que le changeur de peau puisse organiser la défense de son territoire. Dans ces conditions, un voyage normal est hors de propos, car beaucoup trop lent et dès lors beaucoup trop risqué. Agariel se résout à suggérer une marche forcée. Cela diminuera leur temps de voyage de moitié ou presque, mais au prix d'un épuisement généralisé. Cependant, ils n'ont guère le choix. À marche forcée, la Dunedain pense pouvoir gagner le vieux guet en 3 ou plus probablement 4 jours, après quoi parvenir à la maison de Béorn demanderait une bonne journée de plus, ce qui laisserait au plus 1 ou 2 jours pour que les guerriers béornides rejoignent le vieux guet et assurent sa défense avant que Walter ne s'en empare. On envisage la possibilité d'envoyer seulement un des compagnons en avant pour qu'il prévienne Béorn, tandis que le reste de la compagnie progresserait plus prudemment, mais l'hypothèse est assez rapidement écartée, c'est bien trop dangereux, bien trop aléatoire, la compagnie devra rester unie. Seulement les héros sont déjà épuisés, et Odéric et Agariel surtout sont rudement blessés. Il leur faut se reposer brièvement avant d'entamer leur longue marche. Agariel prend soin de dissimuler les cadavres des brigands, les fouiller ne lui apprend rien quant à leur origine, et il n'avait aucun objet de valeur sur eux. Après quoi les compagnons s'éloignent du camp de Walter pour un repos forcément trop bref et quelques soins, par Frédégard et Aldamar, forcément insuffisants. Puis ils reprennent la route, bien conscients que leur périple jusqu'au vieux guet sera épuisant et dangereux, dans des terres bien plus sauvages que celles se trouvant sur la rive opposée de l'Anduin. Et de fait, le voyage est épuisant. Après 2 journées de marche à ce rythme, au physique comme au moral, Narvi et le très affaibli Odéric accusent le coup. Et si Aldamar comme Frédégard tiennent encore, ils ne pensent pas pouvoir continuer indéfiniment comme cela sans en payer le prix. En outre, les compagnons acquièrent toujours un peu plus la conviction irrépressible que l'environnement même leur est hostile. Il y a comme une menace sourde qui pèse sur le périple des voyageurs, quelque chose qui va bien au-delà de la seule perspective, pourtant déjà terrifiante, de la bande de brigands de Walter mettant la région à feu et à sang. Le sol est plus qu'à son tour marécageux, et les insectes suceurs de sang sont une plaie constante. Et enfin, une bande de loups hurle non loin, assez forte pour oser s'en prendre à la compagnie de héros. C'est comme si les animaux sentaient qu'ils sont à bout. Bientôt, même s'ils ont tenté de passer discrètement au large, les compagnons sont encerclés par la meute, laquelle est visiblement dirigée par un loup de taille supérieure et dont les yeux pétillent d'une intelligence malicieuse.
Odéric, comme à son habitude, semble-t-il, fonce au combat sans tenir compte de ses blessures. À vrai dire, à ce stade, les compagnons perçoivent bien qu'il y a quelque chose de suicidaire dans ces attaques intrépides et risquées. Ils se jettent dans la mêlée en conséquence. Il ne s'agit pas seulement de vaincre les loups, mais peut-être prioritairement de faire en sorte qu'Odéric ne périsse pas sottement dans la bataille. L'affaiblissement déjà ressenti par certains compagnons rend l'affrontement plus périlleux, là où, en temps normal, ils auraient probablement eu bien moins à craindre de l'attaque d'une meute de loups sauvages. Les héros en triomphent bel et bien, mais Odéric est au plus mal, et Narvi, qui avait volé à son secours en interposant son bouclier, ne se sent guère mieux même après avoir fait appel à son second souffle. Tandis que Fredegar et Jorin ont également subi quelques vilaines griffures et morsures, Agariel n'ayant quant à elle pas totalement récupéré de son combat avec les brigands. Or, il leur reste encore 2 bonnes journées de marche avant d'atteindre le vieux gué, et sans doute d'autres périls d'ici là. À suivre.